Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Pour les présentations, on est deux passionnés de force athlétique. On a vraiment l'habitude de discuter de force athlétique tous les jours. Plutôt qu'en discuter en privé, on se dit que ça pourrait intéresser certaines personnes. Du coup, on a décidé de lancer notre podcast. Ce podcast, il traitera de plusieurs choses. On traitera de l'actualité du monde de la FA. On parlera aussi des entraînements de cette année parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. On parlera de méthodes de coaching, méthodes d'entraînement, etc. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse te présenter, Stanley. Moi, je suis Stanley Audin, pratiquant de FA depuis plusieurs années. Là, on rentre dans ma huitième année de pratique. Non, enfin, dans ma neuvième année de pratique. En plus de ça, je suis un dirigeant de l'association USCOV. Je suis le trésorier de l'USCOV depuis plusieurs années aussi. Ça va faire 5 ans que je travaille bénévolement pour l'USCOV. Et à côté de ça, je suis aussi un coach sportif, un powerlifting coach diplômé. Ok, super. Moi, c'est Aurélien. Moi aussi, je pratique la FA depuis quasiment 6 ans maintenant. Moi aussi, je suis un dirigeant du club Buskov comme Stanley. Moi aussi, je suis coach comme Stanley. Les présentations sont faites. Comme premier sujet, on allait aborder la préparation des championnats de France de Stanley. Là, à l'heure où on parle, on est fin septembre, donc les championnats de France sont dans un mois. Là, j'imagine que tu commences ton picking, etc. J'aimerais que tu nous détailles comment tu vas aborder ton picking, comment tu vas aborder ta préparation et quels sont les objectifs lors de cette compétition. Comme tu l'as dit, je prépare les championnats de France à Montpellier qui vont avoir lieu du 30 octobre au 3 novembre ou au 4 novembre, je sais pas. Cette compétition elle est un peu particulière parce qu'en fait, euh, en tant qu'athlète de haut niveau, j'ai le droit de faire l'impasse sur certaines compétitions, surtout cette année puisque 2025 c'est l'année des World Games. Je vais participer et j'avais le choix entre refaire le circuit ou sauter quelques échéances. J'ai décidé de refaire tout le circuit parce que les championnats de France, pour moi, c'est l'une des compétitions les plus importantes parce que je suis autour de tous les athlètes élites français. Et en plus d'être autour de tous les athlètes élites français, je suis en France et je suis avec mon public français. Pour moi, c'est une compétition qui est très très importante. Vu que j'enchaîne pas mal de compètes, parce qu'après en mars, je repars aux Europes à Malaga, et ensuite en juin, j'ai les mondes en Espagne, En en Allemagne. Allemagne, et enfin j'ai les World Games en Chine. Ça veut dire que niveau préparation, je dois être beaucoup plus délicat puisque j'enchaîne beaucoup plus d'échéances, tandis qu'habituellement, c'est France, ensuite j'ai 6 mois, ensuite j'ai les Europes, ensuite j'ai encore du temps et j'ai les mondes. Là, comme j'ai des échéances qui s'enchaînent, j'ai décidé de pique, mais pas très très intensif, dans Mhm. le sens où je vais pas me mettre de single. À part au bench, je vais pas me mettre de single. Je me permets de mettre des singles au bench parce que bon, les singles au bench, je suis habitué, hein. Même dans les blocs où je suis pas en intensité, j'ai toujours une petite single de potentiation. Donc je vais me permettre de garder ça, mais sur le squat et le deadlift, je vais pas partir sur des singles. Je vais essayer de pousser mes doublés et Mhm. les pousser assez haut pour quand même arriver peut-être sur ma première ou ma deuxième barre squat et dead. Mhm. Mais je vais pas aller plus loin parce que je pense que si je me grille trop sur ce picking, je risque de gâcher un peu ma L'élan que tu pourrais récupération créer pour vers les Europes, etc. Ok. exactement l'élan que je pourrais créer vers les Europes, sachant que les Europes, il y a un podium à aller chercher, tout comme pour les mondes, il y a un podium à aller chercher, et donc je peux pas me permettre de sacrifier une des échéances en voulant mettre trop d'intensité sur les championnats de France. Au lieu de pique, habituellement, je pique sur 6 semaines. Mhm. Et 6 semaines avec pas mal de singles, pas mal d'intensité sur le squat, pas mal d'intensité sur le dead. Là, je vais pique sur 5 semaines seulement. Ok. Là, j'ai fini ma semaine 1 et je vais pique en x2 et je vais essayer de monter crescendo jusqu'à mes deuxièmes barres au squat et au deadlift. Ok. De Et plus, ouais, non, non, dis-moi. vas-y, vas-y. Ouais, de plus, ouais, comme ça, je vais pouvoir récupérer beaucoup plus rapidement. Mhm. Parce que si on prend l'exemple du picking des mondes, le picking des mondes, j'ai poussé l'intensité à son paroxysme et j'ai pris plus d'un mois à récupérer. Ouais. Tandis que là, je me dis qu'avec un peu moins d'intensité, je vais pouvoir récupérer beaucoup plus vite et je vais pouvoir me remettre sur pied pour directement enchaîner avec la prépa Europe. Ok. En plus, sans manquer de respect aux adversaires, on peut dire que la victoire, elle est bon. On va pas te porter l'œil, mais on va dire que tu as quand même une avance confortable sur la concurrence. Donc en fait, tu peux te permettre de faire une compétition sans te pousser à fond et quand même jouer la gagne quoi. C'est ça. En fait,
je me suis toujours dit que par respect pour mes adversaires, Ouais, tu devais te que donner j'ai à fond. beaucoup d'avance ou que je n'ai pas beaucoup d'avance, je veux me donner à 100%. Maintenant, le 100%, il va jauger, il va varier, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai quand même l'objectif de faire la tonne à France. Ouais. Et donc, si j'ai la possibilité de faire la tonne, je vais faire la tonne, même si je dois tirer une barre de fou au soulevé de terre ou je dois pousser mon squat à une intensité plus haute, enfin, à une troisième barre plus haute plutôt, Mhm. bah, je le ferai. Parce que, bah, par respect pour mes compétiteurs, pour mes adversaires et par respect pour la participation au championnat de France. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui se battent pour avoir le minima France. Je me dis que moi, y aller et me présenter et me dire, ah, je vais faire que 2 barres par lift ou je vais faire qu'une barre par lift, c'est manquer de respect à tous ces charbonneurs. Et j'en ai pas envie. Du coup, ben, je vais y aller à 100%. Mais juste sur le picking, je vais essayer de rester un peu tranquille. Ouais, en plus, c'est une conversation qu'on a souvent, ou dans le sens où on a un peu l'impression qu'il y a certaines personnes qui négligent un peu les championnats de France et qui sont dans le circuit international et qui négligent les championnats de France, qui viennent pas au championnat de France, ou même d'autres athlètes au contraire qui galèrent à avoir leur minimum à France et une fois arrivés sur la plateforme, ils se disent en fait je suis dernier, c'est pas ouf, etc. Et en fait, justement, on avait cette conversation dans le sens où on voulait, enfin, pas moi personnellement, mais on voulait que les gens ils prennent un peu plus au sérieux les championnats de France et du coup ça va en cohérence avec ce que tu dis. Du coup Exactement. c'est une très bonne chose. Puis du coup en fait ça te permet Exactement. de là tu vas te donner à fond avec les potes, etc. Parce que du coup dans notre club Uskov on aura 11 Uskoviens qui participent au championnat de France Open. Du coup c'est un record pour cette année. Ouais. Voilà donc ok ça marche nickel. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, effectivement, en fait, j'ai l'impression que le championnat de France, maintenant que le powerlifting a explosé sur les réseaux sociaux, Mhm. ben, j'ai l'impression que les gens ils voient le championnat de France comme les premiers pas ou autre chose, Ouais c'est alors ça. qu'au final c'est quand même la rencontre de tous les élites, de toutes les élites françaises qui se rejoignent sur une plateforme pour s'affronter et pour essayer de faire le plus gros total possible. Et je pense que ça vient de là parce que entre guillemets bon, après c'est pas une reproche que je fais à la fédération ou ni aux ligues, hein, parce qu'au final c'est énormément de travail. On est tous les deux dirigeants d'associations et on sait que c'est très 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 compliqué de gérer une association. Mais en gros, je pense que c'est le fait que maintenant il y ait plus de premiers pas, plus Mhm. de championnats départementaux, Ouais. plus de régions, plus tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tout ça, ça donne l'impression que, en fait, tu fais une petite compète dans ta région pour choper ton minima France, pour faire tes France et aller chercher plus loin. Alors qu'en fait, non. Moi, à l'époque où j'ai commencé le power, où je faisais les premiers pas, etc., ben, chaque compétition, j'y allais à 300% parce que c'était un kiff. Parce qu'à l'époque, il y avait les interrégions, il y avait les régions, il y avait les départs, etc., etc. Du coup, ça faisait qu'il y avait de l'enjeu. Tu Mhm. affrontes ton département, ensuite tu affrontes ta région, ensuite il y a un affrontement entre les régions, et après ces compétitions-là, bah, tu as les championnats de France. Et en plus de ça, à l'époque, tu pouvais pas juste faire une compète, te qualifier et partir. Ça, c'était Ouais. quand tu avais déjà fait une saison complète. Fallait faire une première compétition pour t'enregistrer, et ensuite faire une En deuxième fonction de ton compétition où là, tu peux minima, te qualifier. etc. Exactement. Tandis que maintenant, n'importe qui prend une licence loisir, autant pour moi, une licence perso. Ouais. Comment on appelle ça déjà? L'essence individuelle. Ouais, une licence indiv. Et au final, boum, il fait un petit meet dans le nord ou dans le sud ou en Île-de-France. Et boum, il peut directement avoir accès au championnat de France. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait un peu perdre toute sa splendeur à cette très belle compétition. Ouais, parce que du coup, pour ceux qui sont pas dans la force depuis très longtemps, en fait, avant le Covid, il y avait vraiment, dans le sens où on devait faire une compétition premier pas, comme tu disais, pour s'enregistrer. Ensuite, en fonction du minima qu'on avait, on pouvait accéder aux championnats départementaux, aux championnats régionaux, aux championnats interrégions, etc. Et ensuite, seulement après, on pouvait accéder aux championnats de France. Pendant le Covid, du coup, pendant quasiment un an, les compétitions, ça a été très très compliqué de les organiser à cause du Covid. Et du coup, pour simplifier ça, ils ont décidé de supprimer les premiers pas et que chaque compétition allait être qualificative au niveau des championnats de France. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Tu pouvais pas faire un premier pas et te qualifier directement pour les championnats de France. Et du coup, là, on se retrouve avec des athlètes qui ont fait, comme tu disais, une seule compétition et qui sont déjà sur le plateau des championnats de France. Et du coup, on peut transitionner un peu sur un petit sujet dont on parle souvent. En fait, ce manque de compétition, c'est aussi à cause de ça que sur les championnats de France, on arrive avec pas mal de gens qui sont pas au standard, qui comprennent pas trop pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont pas l'expérience du plateau. Ils s'entraînent, comme tu disais, avec une licence individuelle. Ils s'entraînent dans le fitness park à côté de chez eux. Ils font une compétition où des fois, en fait, ils peuvent faire un petit je sais pas, 4 sur 9, 5 sur 9 parce que ils sont pas au standard. Mais vu qu'ils sont dans une catégorie
où le minima est accessible, comme par exemple chez les sub-juniors, pardon, bah, directement ils se retrouvent propulsés au plus haut niveau sur les championnats de France et ils arrivent bah, pas au standard. Et ça c'est regrettable parce que les championnats de France c'est vraiment bah, l'élite. Et moi je considère que quand tu arrives au niveau élite, quand tu arrives au niveau championnat de France, bah, enfin, le minimum quoi, c'est de connaître le règlement, de savoir appliquer. Mais en fait, bah, malheureusement, à cause de ça, les gens n'ont pas assez d'expérience et on peut pas vraiment leur en vouloir non plus. Voilà. Ouais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec toi. Et je trouve que ce que tu viens de dire, ça peut découler à une autre question, chose qu'on a déjà parlé. Mhm. Qu'est-ce que tu penses des athlètes qui, entre guillemets, se qualifient au championnat de France, voient qu'ils sont groupe B et décident de ne pas participer? Bah, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, bah, on avait un peu le cas à Uskov où on a un athlète qui s'est qualifié au championnat de France ou qui allait se qualifier et qui nous disait ouais, mais je vais me qualifier au championnat de France, je vais être dernier, etc. C'est nul, je suis trop nul, etc. En fait, on lui a fait comprendre que bah, juste le fait d'arriver au championnat de France, déjà, c'est déjà exceptionnel parce que même si t'es groupe B, bon, ok, le groupe A c'est 8 personnes, le groupe B c'est encore 8 personnes, donc même si t'es dernier du groupe B, bah en fait, t'es le 16e meilleur athlète de ta catégorie en France. Et dans un peut-être qu'à l'époque ça valait pas énormément parce que bah, enfin il y avait pas grand monde qui faisait de la force. Aujourd'hui il y a des milliers de licenciés. Enfin j'ai pas le chiffre exact mais je crois qu'on doit être pas très loin des 10 000 licenciés ou un truc comme ça. On est à 11 000, enfin, les derniers chiffres qui sont sortis, c'était 11 500. Ouais donc voilà t'es 16e de ta catégorie sur 11 000 personnes, c'est déjà extraordinaire. T'es déjà au plus haut niveau en France. Et du coup bah ouais c'est un peu dommage qu'il y a des gens bah, qui mettent pas assez de prestige sur les championnats de France. Mais du coup, ce qu'on disait la dernière fois, puisqu'on en discute souvent de ça, on disait qu'en fait, on était un peu dans une période de transition où, bah, malheureusement, pendant 2 3 ans, ça va encore être le cas. Et là, avec l'augmentation des minima, au fur et à mesure, les gens vont se rendre compte que déjà, juste le fait de faire le minima, bah, c'est déjà exceptionnel. Et que d'ici 2 3 4 ans, bah, peut-être que les gens prendraient enfin conscience que du coup, les championnats de France, ça a de la valeur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, d'ailleurs, bah, pour illustrer un peu cette hausse du minima, j'ai envie de parler d'un de mes clients, donc de Sosachir sur Instagram ou de du coup Vincent Benji, pour ceux qui le connaissent plutôt par son prénom et son nom de famille. Bah en fait, c'est un athlète que j'ai récupéré bah, il y a un an, ça fait un an que je travaille Mhm. avec lui, un an et demi il me semble. Mhm. Et ben c'est quelqu'un qui avait un gros passif muscu, donc ça veut dire que il était très musclé, très épais, et il était déjà très très fort. Mhm. Et vraiment, il soulevait des charges, quand tu les entends, tu te dis ah ouais, pas mal. Je l'ai récupéré, il avait 2,80 au squat. En barre haute, il avait déjà 215 au développé couché. Il avait 290 au soulevé de terre. T'entends ces charges-là, tu te dis, mais c'est énorme. Mhm. Même si c'est un moins de 120, tu te dis que c'est énorme. Et ben maintenant, C'est même plus le minima, aujourd'hui, je à crois. l'heure actuelle de cette saison, ouais, c'est ça. Ouais, C'est 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 fou. le minima. Ouais, bah, C'est le c'est minima vraiment. fin de la catégorie de 120. Ouais, vraiment. Pour commencer. Enfin, moi, quand j'avais commencé, je me souviens, le minima en 74, il était autour de 550. Maintenant, le minima, il est à 640, je crois. Ouais, 6,40, Donc, exactement. ouais, 100 kilos sur un 74, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais après, enfin, le minima va continuer d'augmenter parce que bah, au final, les groupes continuent de se remplir. Là, en ce moment, on est en période d'inscription pour les championnats de France. Du coup, j'ai regardé un peu la liste, pas encore la liste des inscrits, mais la liste des gens qui avaient fait le minima. Et tu te retrouves avec les KT les plus fournis, donc 74, 83, 93 ou même 105, avec bah, des 30 ou 40 qualifiés par catégorie. Donc forcément, bah, le Exactement. niveau est continué enfin, les minima sont continués, enfin, sont amenés à continuer d'évoluer parce que bah, un championnat de France avec 40 personnes par catégorie, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas Exactement. possible. Et du coup, ouais, si on Exactement. veut vraiment donner du prestige au championnat de France, et du coup que vraiment se qualifier au championnat de France, ce soit vraiment l'élite des powerlifters, bah, le minima doit continuer d'augmenter. Et de toute façon, je pense que c'est prévu. Je suis 100% d'accord avec toi. Et du coup, bah, pour revenir un peu à la question que je t'avais posée, même si tu participes au championnat de France dans le groupe B, et même si dans un futur, ce sera aussi, il y aura peut-être groupe C, Mm. comme il y a au championnat du monde. Championnat junior, il y avait même des groupes C là, ceux qu'on Ouais, aura ah ouais, bah oui, organisé en avril là, il y exactement. avait des groupes C. Exactement. J'avais oublié. Bah, c'est quand même un prestige parce que c'est pas tout le monde qui peut y accéder. Et vraiment, j'ai envie de marquer l'accent dessus parce que je trouve que ça se perd. Je trouve que ça se perd un petit peu. Mais je pense que l'autre raison pour laquelle ça se perd, c'est un peu ce que tu as évoqué avant. C'est vis-à-vis des clubs. Mm. Enfin, tu l'as pas dit directement, tu as plutôt dit qu'il y a de plus en plus de licenciés. Ouais, Mais en fait, il y a de plus en plus de licenciés, en mais il y a de individuel. moins en moins de clubs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que
dans les derniers chiffres, on était à 11 500 licenciés pour seulement 300 clubs. Ouais. Et malheureusement, c'est le club qui fait vivre, entre guillemets, le sport à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle départementale, parce que c'est eux qui... C'est eux qui ont les bénévoles, c'est eux qui ont les arbitres, Exactement. les chargeurs par heure, les organisateurs de Exactement. compétition, etc. C'est pour ça que si moi je devais dire quelque chose aux jeunes ou même aux moins jeunes, hein, s'inscrivant et débutant à la force athlétique, c'est chercher un club et ensuite chercher à œuvrer pour ce club. Parce que l'amour de la discipline ne passe pas uniquement par aller dans un fitness park faire du squat, bench et du soulevé de terre. Ça passe aussi par aider les clubs et entre guillemets vraiment aller chercher à travailler pour ce club, être bénévole. Même si c'est juste ouvrir la salle, ça va vraiment aider parce que ce sera toujours une tâche en moins à faire par Ouais. les plus hauts dirigeants. Et vraiment, pour être bah, du coup dirigeant du SCOV, moi je le dis, hein, quand on a dû organiser les championnats de France là pendant une semaine, si on n'avait pas de bénévoles, Ouais, bah, c'est pas possible. les championnats de France n'auraient pas été aussi Ouais. qualitatifs. Il n'aurait pas existé tout court, genre, ça aurait même pas été possible. Exactement, on n'aurait même pas dit vas-y on va le faire parce qu'au final on n'aurait pas de main d'œuvre et la main d'œuvre c'est vraiment ce qui va faire vivre ce sport parce que oui il explose sur les réseaux sociaux, oui quand tu regardes un peu les têtes d'affiche de ce sport, tu regardes le nombre d'abonnés de Russell Horry, tu regardes le nombre d'abonnés de Mega Gojira, tu vois qu'ils ont pas mal d'abonnés, tu vois qu'il y a pas mal de visibilité sur le power, mais le power reste quand même un sport qui est encore entre guillemets amateur et donc qui a encore besoin d'énormément de bénévoles pour continuer Ouais, son carrément. développement. Mm. Parce que moi, ma peur, c'est quoi? C'est qu'on arrive à 20 000 licenciés, mais qu'on soit à 302 clubs. Parce Ouais, que c'est dans ce ça. cas-là, bah, il y Où aura des 80% des gens seront juste des licenciés individuels qui ne s'impliquent pas exactement. dans la vie de la force athlétique. Et bah malheureusement, ça pourra pas se développer. Enfin, le nombre de licenciés, il peut se développer, mais au bout d'un moment, si le nombre de personnes qui sont réellement impliquées et donc à l'intérieur des clubs ne se développe pas, bah au bout d'un moment, on va atteindre un plafond de verre qui sera impossible à casser. Bah, un peu comme ce qu'on a atteint là en Île-de-France. En Ouais, ouais. Île-de-France, c'est super compliqué de trouver une compétition, de se qualifier à une compétition. Bon, là, ils ont changé un peu la manière de Mm. s'inscrire. Mais avant, c'était quoi? C'était une horaire d'ouverture, les premiers arrivés, les premiers servis. Ouais, c'est ça, Sauf que, genre horaire d'ouverture exactement, 20h et 20h1, bah c'est rempli. exact, c'est Donc, rempli parce qu'au final, les clubs ne peuvent pas prendre des compétitions à plus de 100 athlètes. mm. Donc, en Île-de-France, on avait des compètes à 30 athlètes, 40 athlètes. À la limite, il y avait certains clubs qui proposaient 50, mais 50, ça va vite Ouais, quand carrément. t'as, ouais, tu vois, quand t'as autant de licenciés qu'on a en Île-de-France. Et je me dis qu'en plus, on n'est même pas la ligue avec le plus de licenciés. Donc, je me dis que dans les autres ligues où il y a plus de licenciés que nous, ça doit être aussi très compliqué, vu que les clubs, ben, ça se perd un peu, j'ai envie de dire. Ouais, donc franchement, rejoignez des clubs ou même carrément créez votre club et impliquez-vous et prenez votre bande de potes, montez votre club, impliquez-vous et vraiment Et ça vous allez sera pouvoir mettre votre pierre à l'édifice sur la discipline. exactement, ça sera que du positif pour le développement de la force. Et en plus, on est à un stade où bah comparé à d'autres sports, on n'est encore rien et franchement, juste le fait de se dire qu'on a fait partie du développement du sport, c'est quelque chose de top. De super satisfaisant. Exactement. Ok, tu voulais en rajouter sur ce sujet ou on passe au sujet suivant? Bah, non, franchement, on peut passer Ok. à la suite. Du coup, bah, à l'heure où on tourne, là, on est le 29 septembre, donc samedi prochain, il y a le début des championnats d'Europe sub-junior et junior. Et du coup, bah, petite preview. Donc, on va faire le tour. Là, j'ai la feuille Goodleaf devant moi, j'ai la feuille des nominations. On va faire le tour, du coup, des inscriptions au niveau des Français, et puis même au niveau international, s'il y a des gros matchs, des grosses têtes d'affiche, enfin, voilà, on va voir quoi. Du coup, je commence avec les hommes. Du coup, chez Avant les. ça, vas-y, Comment? vas-y. Non, vas-y. Avant ça, j'avais une petite question, mais Ah, on vas-y, va bah, commencer. vas-y, vas-y. Bah, ma question, c'est est-ce que toi, tu as des athlètes qui vont tirer au championnat d'Europe? Du coup, ouais, moi j'ai deux athlètes qui tirent au championnat d'Europe. Donc, j'ai deux féminines. J'ai une sub-junior en moins de 52, donc Pauline Varnero. Et Ouais. j'ai une féminine en plus de 84 junior, Fatima, donc qui sort tout juste des mondes là, il y a un mois et on enchaîne avec la prépa Europe. Donc, c'était assez sportif. Mais la prépa se passe bien. Donc voilà, Ok. c'est cool. Assez sportif, c'est-à-dire? Bah du coup en fait bah, on sort des mondes du coup forcément Ouais. on sort d'une prépa monde où du coup en plus en début de prépa enfin en fait j'ai commencé à travailler avec Fatima en avril et depuis avril en fait dès que j'ai commencé à travailler avec elle elle était déjà blessée, ça a été très compliqué pour squatter etc. On arrive à faire du deadlift mais quasiment pas de squat, franchement impossible de tolérer plus de deux trois séries de squats par semaine, c'était très compliqué. En juillet on avait encore du mal à squatter des barres au-dessus de 100 kilos. Ouais. Mais je lui disais accroche-toi, on sera prêt le jour J. Et au final, bah, le jour J au monde, on a squatté 167,5 avec un peu de marge.
alors Ouais. que son PR c'était 170. Donc au Ouais. final, on a adopté la stratégie de pas trop pique sur le squat et vraiment garder de la marge pour enchaîner sur les Europes, parce que bah, du coup on savait qu'en fait au monde il y avait rien à jouer, hein. Il y avait pas de podium, pas de top 5 à jouer, alors qu'aux Ouais. Europes c'était potentiellement possible. Du coup on a pris la stratégie de d'y aller mollo sur la prépa monde et de voir un peu la prépa monde comme un tremplin vers la prépa Europe. Et Ouais. finalement, bah, je vais pas me porter l'œil et parler en avance, mais j'ai envie de dire que ça a plutôt bien marché, puisque du coup, il nous reste encore 2 semaines de prépa et on est déjà sur des charges qu'on n'a jamais touchées, puisque du coup, au monde, elle a squatté 167,5 et là, la semaine dernière, elle a squatté 177,5 avec pas mal de Ouais. marge. Donc voilà, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais Ouais. Non, je vois ce que pour tu veux l'instant, dire. ça a plutôt payé. Bah, Donc voilà, ça me fait me poser une question un peu sur ta stratégie. vas-y. Comment tu fais? Parce que de base, on connaît un peu les juniors et les sub-juniors comme étant des petits jeunes avec des gros objectifs et Mhm. pour la plupart, c'est les championnats du monde. Comment tu as réussi à faire comprendre Fatima que les mondes c'était moins important que les Europes alors qu'au final, c'est les championnats du monde, c'est une compétition quand même folle. Tu vois ce Ouais, que je ouais, veux je dire? suis d'accord avec toi, mais en fait, le constat, il est simple, et enfin, il a été simple pour nous deux. Au monde, Ouais, on est inscrit dernier sur Goodlift, on n'a pas la possibilité de faire autre chose que potentiellement peut-être une huitième place, alors qu'aux ouais, Europes, on a la possibilité de faire un top 5, de faire un podium si tout se passe bien, ouais, ouais, d'aller chercher une médaille sur un mouvement, donc que ce soit le squat ou le deadlift. Donc bah, tout simplement, en fait, je lui ai fait comprendre que si elle voulait se donner à 100% au monde, derrière, ça aurait été très compliqué d'être à 100% aux Europes. Sachant qu'en ouais, plus, c'est plus de 84, donc c'est un gros gabarit qui va récupérer moins vite qu'un petit gabarit. Et ouais, bah, du coup, je lui ai fait comprendre tout simplement que bah, la stratégie, enfin moi perso, la stratégie que je voulais mettre en place, c'était d'utiliser les mondes comme un tremplin vers les Europes et du coup vraiment arriver au monde en étant à 90-95%, ouais, et que derrière, bah, on allait récupérer bien plus vite de cette compète qu'en étant à 100%, et que du coup les gains qu'on ouais, allait faire sur la prépa Europe allaient être beaucoup plus importants. Et en fait, bah, le constat il est simple. Plutôt que de faire aller tout donner sa vie pour faire une septième place au monde et derrière être cramé totalement pour la prépa Europe, ou alors bah, on prend les mondes comme une première expérience, parce qu'en plus Fatima c'est une athlète qui vient de commencer la force, elle a fait juste une compète qualif et c'est une athlète belge, une compète qualif et les championnats de Belgique, et elle est directement arrivée sur la plateforme des mondes. Du coup, ouais. bah, déjà très très impressionnant pour elle, parce que bah, c'est que sa troisième compète et elle est sur un plateau inter, c'était vraiment super impressionnant. Donc en fait, on a pris cette compète comme expérience, et là maintenant on va arriver aux Europes avec bah, de l'expérience. Elle a déjà vu ce que c'était une plateforme inter, elle a pu se confronter aux standards internationaux, elle a pu bah, échanger avec des athlètes internationaux, donc elle a pris bien plus d'expérience. Et puis en plus de ça, bah, du coup, le niveau de forme est vraiment meilleur, parce que bah, on savait qu'on n'allait pas être au top au monde, et c'était ça. En fait, on voulait être en forme pour les Europes. Et du coup, bah, elle a très bien pris ma stratégie et elle s'est mis dedans. Et pour l'instant, je suis content parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Ok. Voilà. Et il lui reste une année junior ou c'est Il ça? lui reste même 2 années junior parce que c'est une Ah, ouais. 2004. Ah, ouais, Donc, génial. non, Ok, trois d'accord. trois bah, 3 parce que cette année, c'est dernière année de 2001. Donc, Ouais. ouais, il lui reste 3 années junior. Donc, ouais, vraiment, je lui ai fait comprendre que, genre, en fait, des championnats du monde, il y en aurait d'autres. Là, fallait prendre ça comme une première expérience et pas donner toutes nos ressources directement et derrière être cramé. Et si par exemple ça avait été une 2001 et que c'était sa dernière expérience monde, tu aurais changé de stratégie ou tu serais Bah, resté sur le monde? pas forcément, parce que si le constat il est le même, où bah, pour les championnats du monde, malheureusement, on peut pas espérer mieux qu'une huitième place, mais qu'aux Europes, on peut aller chercher bah, potentiellement un top 5 ou un podium, bah, je pense que le constat il aurait été pareil, hein. Ok. Voilà. Et tout aussi facile à encaisser pour Hachima, tu penses aussi? Oui, bah franchement, je pense, hein, genre, les championnats du monde, en fait, elle savait que qu'elle se donne à fond sur la prépa et sur la compétition, ou alors qu'on se serve de tremplin. Au final, le résultat, il allait être le même, parce qu'il n'y aurait pas eu de podium et serait peut-être passé d'une 8e place à une 7e place. Donc franchement, je pense que le constat, il est le même, tu vois. Ok, d'accord. Ok, Voilà. nickel. Nickel, nickel. Alors du coup, je disais, je vais lire la page Goodlift. Enfin, je vais le présenter. Du coup, on commence avec les hommes. Du coup, sub junior, donc première catégorie en moins de 53. Du coup, on a Nathan Lamio, du coup, qui participe aux Europes. Bon, a priori, la prépa se passe bien. J'ai vu quelques perfs sur Instagram. La prépa a l'air de bien se passer. Il est inscrit avec pas mal d'avance sur Goodlift, et en plus de ça,
bah ça c'est les perfs des championnats de France et je sais que depuis il a bien progressé puisqu'il est inscrit à 138 au squat et tout à l'heure j'ai vu passer une story à 162 donc il a pas mal Ah ouais. progressé donc je pense que pour lui le titre devrait pas trop poser de problème. Après le truc c'est que bah voilà c'est la même chose, c'est des athlètes jeunes. Il y a du stress sur une plateforme internationale parce que c'est sa première compétition internationale. À voir comment il va gérer ça, mais bon, a priori, il devrait pas trop y avoir de problème. Ok, d'accord. Bah, j'en Voilà. profite parce qu'il me semble que tu avais un sub-junior toi aussi. Ouais, Sub-Ju 53. c'est ça. Pourquoi Ouais. il a Du pas coup, fait le second? j'avais Alan en Subju 53 qui a été champion du monde. Et du coup, en fait, on a décidé de pas faire les Europes parce que on voulait monter directement en 59. Parce que, en fait, bah, deux compétitions aussi rapprochées, encore en déficit calorique, etc. Parce que du coup, moins de 53, c'est une catégorie qui est quand même dure à tenir en poids de corps. Je pense que ça, honnêtement, je pense pas qu'il aurait fait mieux aux Europes qu'au monde. Ouais. Et puis du coup, on a décidé de monter directement en 59 et du coup, à la place, on fera les France Open. Donc, bah, quasi, enfin, 2 semaines, 2-3 semaines après les Europes. Voilà. Donc, on a pris cette stratégie. Enfin, on a décidé ça avec l'entraîneur de l'équipe de France. Ok. Voilà. Ensuite, en 59, on a Kenzo, du coup, qui est inscrit premier égalité avec le deuxième, mais il est inscrit à 502 et au monde, là, il me semble qu'il a fait 552. 500, Ah enfin, ouais. 552, je suis pas sûr, mais 550 minimum. Du coup, bon, a priori, là aussi, il devrait pas trop y avoir de surprise. Et en plus, bah voilà, bien plus d'expérience que Nathan Lamieux, puisque c'est déjà sa deuxième année sur le circuit inter, et il sort des mondes. Donc, normalement, niveau expérience, c'est Et déjà. il a fait premier à World? Comment? Il a fait premier, il a fait champion du monde? Ouais, il a fait champion du monde, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Je pense que l'Europe, ça va être, entre guillemets, ben, la continuité, hein. Il Ouais, va prendre le exactement. doublé, je pense. Enfin, du moins, je lui l'espère. Exactement. Ensuite, en 66, du coup, on n'a pas de français. Bon, tu m'as dit que tu le connaissais, le premier, là, le britannique, Weston Dorje. Je crois, hein, mais je suis pas Ah, sûr. ok. C'est lui qui me dit quelque chose, mais je suis Honnêtement, pas je vois sûr. pas qui c'est. Voilà, bon. Il a Voilà. pas fait les mondes, là, récemment? Il me Honnêtement, semble. je sais pas du tout. Je crois que je le confonds avec l'Américain 66 qui a fait une dinguerie, là, à World. Je pense que je confonds les deux. Peut-être, honnêtement, moi, franchement, ça me dit rien. Après, je vois 213 de squat en 66 junior. Gros squatter. C'est junior en plus, c'est ça, ouais, c'est une folie. C'est une folie. Ouais, c'est vraiment. Et il a combien le record du monde actuel là, en Subuju 66? Subjust 66, bah attends, tiens, je vais regarder tout ça. Parce que j'avoue, 213, Subuju 66, c'est pas mal. Le record du monde, il est à 238. Donc, Ouais, stratosphérique. Donc, ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est de ce dont on parlait, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, mais l'arrivée des jeunes dans le power, ouais, c'est maintenant que le power est beaucoup plus médiatisé, ben, t'as des monstres ouais, qui c'est ça. débarquent de nulle part. Bah, les gens commencent plus tôt, et puis en plus, vu qu'il y en a plus, bah forcément, t'as un pool qui est plus important, donc t'as vraiment les élites qui sortent assez rapidement. Exact. Exact. Parce que 2,38 au squat, c'est une Bah, du folie. coup, il y a en 66 subjus, on a Étienne Gauthier, Ouais. du coup, qui participe pas aux Europes, là, mais j'ai vu qu'il avait squatté 2,40 à l'entraînement, donc tu vois, Ouais, le niveau, ouais, ouais, c'est une le folie. niveau est ouf. Malheureusement, Non, c'est une enfin, il participe pas aux Europes parce que du coup, au niveau de sa prépa monde, il a été, enfin, il a eu des petits tracas pendant la prépa monde et au final, sa compétition de monde s'est mal passée. Du coup, il a pas été sélectionné pour les Europes. Mais du coup, bah, 240 en 66 subjus, C'est quand même énorme. c'est n'importe quoi. Ouais, Ensuite, clairement. en 74, on n'a pas de français non plus. Du coup, le premier, c'est un espagnol inscrit à 632. Donc, 632, on peut déjà se dire que c'est un total bah, très solide en 74 subjus. Mais après, quand on prend le champion du monde qui a fait 760, 70, Ouais, il il a a fait, ouais. squatté 2,95. Ouais, ça, c'est n'importe quoi, ça, encore une fois. Mais dis-toi que même 632,5, c'est 7,5 kilos de moins que le minima France Open. Non, c'est junior. Non, France Open. Ouais, En moins de bah, 100 c'est ça, kilos. France Open. Ouais, non, C'est une c'est folie. ouf. Bah là, du C'est une coup, folie. enfin, moi, j'ai Kevin en 74 subjus. Et du coup, au France, il a fait 595. Et il y avait Zach qui a été champion. Il a fait 615, il me semble, 617, un truc comme ça. Donc, Les chiffres, attends, j'ai pas c'est déjà regardé. ouf. Ouais, non, mais c'est fou. Genre, quand j'entends ça, c'est. Ensuite, en 83, pareil, on a un gros client, parce que du coup, enfin, on a un mec, il s'appelle Belak Jakub, c'est un Slovaque. Ouais, Il ouais. a été un peu éclipsé parce que en 83, au monde, il y a eu la Donc, perf de. Comment il s'appelle déjà? Jack Reynolds. Jack Reynolds, ouais, il y a eu la perf de Jack Reynolds qui est un peu éclipsé, mais il a fait 757 au monde, en subju Ouais, 83.
C'est fou, mais il a tenté le pull en dernière barre. Dis-toi, il a fait 1 sur 3 au squat, et malgré le 1 sur 3 au squat, il a tenté le pull, je crois que c'était 10 kilos de plus que sa deuxième barre, pour sauter l'américain. Ça, Et... ça veut dire que là, ouais, oui, je pense qu'avec un 3 sur 3 au squat, il y a moyen que le record que l'américain a mis, que ce boug-là, Ouais, 7,70 vraiment, ouais. En plus, il a combien enfin, il de pourra se concentrer sur le record du monde parce que du coup, il pourra pas, enfin, il n'y a pas de concurrence, hein. Le deuxième est inscrit à 100 kilos de lui, donc. Ah ouais, ok. Et il a combien le record du monde sub 83? Jacques Reynaud, il a fait 770,5, il me semble. Ouais, et là, lui, il a 757,5. Ouais, Ouais. ok, d'accord. Ouais, c'est Bah ouais, stable. en plus, il a fait 1 sur 3 au squat. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Voilà. Ensuite, en 93, on aura Samuel Gaillot. Bon, normalement, il devrait pas trop y avoir de problème là aussi. Là aussi, deuxième année inter, donc pas mal d'expérience sur l'international. Je pense que ça devrait bien se passer, hein. Il n'y a pas trop de problème. Il a inscrit 40 kilos de plus que le deuxième, donc normalement, ça devrait bien se passer. En 105, du coup, on n'a pas de français. Voilà, enfin, voilà, le premier inscrit, c'est un espagnol. Bon, 792 en 105 subjus, c'est pas mal, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Enfin, c'est exceptionnel, hein, mais quand on compare Ouais, mais aux autres on comprend. catégories, enfin, les Ouais, 83, les 74, etc. parce que 7,92,5, Ouais, c'est non, quand c'est même c'est ouf, c'est ouf. 30 kilos de plus que le record, non, que le minima France Open, moins 765, de ouais. 120. C'est une folie. Bah non, parce que le minima Open France 765, c'est en moins de 120. Là, c'est un Ouais, c'est ce que 105. je veux dire. Ah, Ouais, j'ai compris 105. c'est une folie. Ah non, non, non. Ouais, 105, il a 7,40. ouais, Mais ouais. ouais, souvent 7,65. Le bout, il a 7,92,5. Ouais, non, non, enfin, en fait, c'est Incroyable. exceptionnel, mais enfin, quand on compare Oui, bien au sûr. monstre qu'il y Quand a on en compare au 83, en reste, c'est 74, vrai que ouais. C'est vrai que ouais, c'est pas mal. C'est un quoi, c'est un espagnol? c'est un espagnol, ouais. Et d'ailleurs, bah justement, c'est ce que je voulais dire, parce que l'espagnol, nous, ils ont une grosse équipe en sub-junior, hein, parce que du coup, Ouais. en 53, le deuxième, c'est un espagnol. En 59, on a potentiellement un podium espagnol. En 66, le deuxième, c'est un espagnol. En 74, le premier est un espagnol. En 83, le troisième, c'est un espagnol. En 93, on n'a pas d'espagnol. En 105, le premier, c'est un espagnol. En moins de 120, le premier, c'est un espagnol. Donc vraiment gros vivier en sub-junior chez les espagnols, Il me là. semble que le moins de 105 espagnol, faudrait vérifier, mais je crois que c'est celui qui a fait champion du monde. C'est celui qui a battu l'américain. Attends. Parce qu'il y avait un américain, il avait 90 kilos d'avance. Ouais, c'est ça. Il a fait 1 sur 3 au squat, 1 sur 3 au bench, et l'espagnol, il l'a pris grâce au terre. Ouais, c'est ça. Il a été champion du monde, C'est là. lui, hein? Ouais. Ok, oh, bah ouais, bah ouais. Mais c'est vrai que les Espagnols, ils ont une grosse équipe, et je pense que d'ici quelques années, ils vont commencer à être embêtants vis-à-vis de la France, vis-à-vis des classements par équipe. Ouais, bah Parce que franchement là déjà en subju là, ils vont être très embêtants pour le classement par équipe là. Mais enfin ouais, après tu vois, même ça en doit open être- d'ici 5-10 ans, je pense qu'il y aura Ouais. Bah ouais. Je me demande qu'est-ce qui a lancé ça. Je me demande s'il y a un powerlifter qui a lancé, qui a donné de l'élan au powerlifting espagnol. Parce que bon, nous en France, c'est Pana, Lia, etc. qui ont lancé cette vague de powerlifting en France. Et je me demande si en Espagne, il y a eu un powerlifter qui a fait la même. Parce que c'est vrai que les Espagnols, ils sortent un peu de, bon, je vais pas dire de nulle part. Parce que dans ma caté, j'ai quand même Rico Ruben. Mhm. Dans la caté de Jad, il y avait quand même Maya da Ouais. Silva. Mais là, le fait qu'ils soient autant présents en subjus, c'est que il y a dû y avoir une petite vague qui a transporté un peu, tu vois. Ouais, bah, et même ça explose bien parce que, enfin, moi l'année dernière, j'ai habité 6 mois à Séville et Ouais. il y a un club de power qui est vachement bien et le temps que j'habite là, il y en a même un deuxième qui s'est ouvert dans la ville, donc Ah ouais, ça se développe ouais, bien, je ça se pense. développe petit à petit. Ouais. D'ailleurs, ça me lance aussi sur un autre sujet. Je me dis que c'est dommage. Parce que c'est ce qui manque un peu en France, c'est des poids lourds. Parce Ouais. que là, on a un Français en 53, on a un Français en 59, on en a un en 66. Bon, il a fait les mondes, mais il a pas fait, là, il fait pas Là, les il fait pas Europes, il les me semble. Europes, ouais. Et après, il y a Euh, Samuel en 93, c'est tout. Attends, non, il y a pas, on a pas, c'était qui 66 subjus? Je crois que j'ai confondu avec Junior, je crois. Non, Non, il y avait là, pas. enfin, il y avait Etienne Gauthier au monde, mais là, il fait pas les Ah Europes. oui, ah oui. Ouais, en 74, 83, 93, il y a, Ouais, mais arrivé à c'est tout. 105, il n'y a plus personne. Après, 105, ouais, même. c'est compliqué enfin, c'est une KT où des fois le niveau il est un peu plus bas comparé aux autres KT parce que bah c'est compliqué d'avoir 18 ans et de faire 100 kilos en étant bien, tu vois, en étant propre parce que Non, c'est vrai, enfin, c'est ça vrai, demande c'est vrai. du temps de remplir des catégories comme ça. Exactement, c'est vrai. Ça demande, ouais, c'est des KT à maturation. Mais Ouais, c'est vrai que exactement. ouais, c'est dommage et en même temps c'est normal. Mais je pense que d'ici quelques années, les gens vont avoir de moins en moins peur des KT lourdes et on va en retrouver de plus en plus, je Ouais, pense. ouais. Voilà, et puis après en moins de 120, du coup, que je le disais, c'est un espagnol et en plus de 120, du coup, bon, le premier inscrit à plus de 100 kilos d'avance, c'est un tchèque, Ah Benda ouais. Pavel, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit Bon, rien il est du tout. inscrit à, il est inscrit à Ah, si ça me dit un 850. truc. Si ça me dit un truc. Je crois que je suis tombé sur son Insta un jour.
Donc voilà, 850 en subju, c'est déjà solide. C'est quand même pas mal. Bah, Ensuite, en... 850, j'ai fait ce total. Non, j'ai fait 8,70 à mon retour de compétition quand je suis monté en plus de 100. C'est-à-dire que c'est 20 c'était kilos en quoi, de. 2020? 21? Ouais, ouais, 2021, ouais. Mon retour en compète, c'était en 2021. Donc, ouais, 2021, j'ai fait 8,70. Et donc là, lui qui fait Ah, en 8,50 subju, ouais. subju, Ouais. 2021, et malheureusement, je n'étais pas subju. Ensuite, en junior, bon, du coup, en 53, il y a que deux personnes. Voilà, le niveau est pas ultra ouf. En 59, on a un Français, Louis Piretti. Du coup, enfin, il y avait en 59 au monde, on avait Valentin Dupuis-Noël. Et du Ouais, coup, il y a Louis Piretti qui lui avait pris le record de France à la compétition à Amsterdam où on était. Comment ça s'appelait ouais, déjà? le L'Euro Romain Muscle Chaud. Show. Et du coup, bah, qui est inscrit aux Europes et pas Valentin. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, il est inscrit à 555, mais Valentin a fait 580 au monde. Bon, Ouais, on va voir où il se situe, mais voilà, gros niveau. Bon, après, malheureusement, la première place, ça semble un peu compliqué, puisque le premier, l'Espagnol ouais, Ivan Campano Diaz, est inscrit à 602, donc bon, ça va être ouais, un peu compliqué. en plus, à l'entraînement, il me semble qu'il a fait 6,40 si je dis pas de bêtises, à l'entraînement. En Il avait trash 59 talk, junior. Oscar en lui disant qu'il arrivait, Mais le total de etc. Wascar, c'est 6,75, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc. Il avait trash talk Oscar en mode j'arrive, genre. Donc, Et c'est vrai que bon, il y a un gros client en 59 ah, là, franchement, ouais, espagnol. c'est 602 en 59 junior, c'est ouf. Hein. Puisque du coup, en France, le premier 59, c'est Antoine Garcia, et c'est 610 son meilleur total, je crois. Exactement. Et il fait deuxième en plus au dernier monde, avec Exactement. 610, donc c'est ouais, c'est ouf. Donc, c'est pas mal du tout, ouais. Ensuite, on a en 66, on a Léo Lucas, du coup, qui sort un peu d'une contre-performance au niveau des mondes. Donc, on verra si il arrive à se rattraper sur les championnats d'Europe. Du coup, bah ça s'annonce beau match parce que du coup, il est inscrit premier à 630, mais il a fait 615 au championnat du monde. Et derrière, on Ouais, a un Anglais à 621 et un Bulgare à 620. Donc, ok. gros match Ouais, ça va être à prévoir. ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Voilà. Ensuite, en 74, on a Sheridan. Donc pareil, gros match avec l'Italien, parce que du coup, ils sont inscrits à 2 kilos d'écart. Donc là Il y a aussi. combien? Sheridan, il est inscrit à 702 et l'Italien 700. Ok. Ah ouais, ça va être un gros match Ouais. parce qu'il me semble qu'à à France, Sheridan, il a fait 6,92,5. Il a eu le titre en 74 junior à 6,92,5. 702, c'était France Open l'année dernière. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, peut-être. Si je ne dis pas de bêtises, à voir, à vérifier. Ensuite, en 83, on n'a pas de Français. Bon, on a toujours les deux premiers, les Italiens, là, qui se tirent la bourre, les deux premiers, 782,5 et 783. Donc, ils se poussent En ensemble. 83 junior? 83 juniors, ouais. Moi, je mets ma pièce sur le Britannique. C'est celui qui a fini champion du monde là, il y a quelques Effectivement, ouais, semaines. il est inscrit de 2 kilos derrière. Donc, ouais, là aussi, il va y avoir un gros match. Ouais. En plus, j'ai vu sur Insta, il a enchaîné directement. Il a pas pris de réelle pause après les Worlds, donc je pense que ouais. Je pense Après, qu'il ça va faire. peut, ça peut être, ça peut être à double tranchant. C'est vrai, ça peut être un Hein. Donc, ouais, double tranchant, ce sera à effectivement. surveiller. Ensuite, en 93, pas de français non plus. On a du coup le premier finlandais, Lapinico, Ouais, je connais qui a pas. déjà, qui a déjà compétité contre Rico, non, il me semble, non? Alors là, le Je nom crois. ne me dit rien du tout. Je connais juste le nom du deuxième parce que le deuxième, ben, c'est l'Allemand Ouais, qui l'allemand, c'est a ça. eu une médaille au bench, là, il me semble, au championnat du monde. Et donc, à part lui, le reste, moi j'attendais à voir un Nathaniel Massia, mais je pense que vu qu'il a eu le titre au championnat du monde, il s'est dit, je vais pas réenchaîner direct avec les Ouais, bah puis Europes. on en discutait tout à l'heure. Enfin, c'est 5 semaines après, hein, donc franchement, très compliqué d'enchaîner directement. Très très compliqué. Ensuite, en 105, là, bah pareil, le premier enfin, il va y avoir un bon match entre le premier, l'espagnol, et le deuxième, je sais pas comment on prononce son nom, mais l'allemand qui est coaché par Joey Flex, Bjarne, je sais pas comment on prononce son nom. Ah oui, Jarn. Enfin, Ouais. je sais pas si ça se dit comme ça. Donc du coup, duel entre un gros squatter et gros deadlifter et un gros bencher. Ouais. Donc voilà, à voir comment ça se déroule. Et ensuite, pareil, bah après moins de 120, plus de 120, enfin pareil, pas de français dans ces Ouais. catégories-là en junior. Du coup, un Ukrainien en moins de 120, 892. Donc déjà un bon total en junior. Et puis un Norvégien, du coup en plus de 120.
Bon, Ok. son nom est très compliqué, donc on va rester sur le norvégien. Ouais, bah, encore une fois, hein, c'est dommage que. Bon, après, c'est normal, encore une fois, hein, Mais même par contre, Junior. moi, je suis surpris parce que je ne vois pas le nom de Temur. Et je crois que vraiment, c'est depuis 3 ans, c'est la première compétition qu'il fait pas. C'est vrai que. Bah, il était inscrit, mais je crois qu'il a Bah, drop il a out. disparu, il ne Je fait crois qu'il a plus les drop Europes. out, je crois. Peut-être qu'il commence à fatiguer. Après, il a fait une annonce comme quoi il descendait en moins de 120. Ouais, mais Peut-être bon, que. enfin, ouais, enfin, mais c'est la première fois que je le vois pas inscrit. Enfin, c'était Ouais, devenu carrément un running gag où à chaque fois qu'on ouvrait je te Goodlift, jure. c'était le premier inscrit Je et te jure. ouais, donc voilà, pas de Euro Temur. Muscle Show, il était là. Ah Ou oui, mais Euro il est partout. Bench, il était là. Même World Bench, il était Ouais, là. une semaine avant les mondes, enfin, ou 2 semaines, il a fait World Bench. C'est une folie. C'est une folie. Il Voilà. enchaîne tellement de compètes. Du coup, on va enchaîner avec du coup les féminines. Du coup, donc en moins de 43 sub junior, bon, pas de française. En moins de 47, on aura Lucie, qui du coup bah, devrait avoir une chance pour le titre, parce qu'elle est inscrite deuxième à 277, mais elle a fait 290 au monde. Et la première, elle inscrit à combien de 78,5, non? Ouais, c'est ça. Donc Ouais. ouais, devrait potentiellement y avoir une chance pour le titre. En plus, je crois que Lucie, elle avait fait 1 sur 3 au terre. Elle avait fait 130 et après raté 2 fois 140 au grip. Donc ça laisse envisager pas Ça mal laisse de pas mal marches. de marge. Donc Ouais, pas voilà, mal. à voir. Pas mal, pas mal. Ensuite, en 52, on aura deux Françaises avec du coup un duel entre Cassandre et Pauline, qui est du coup mon athlète. Du coup, Ouais. Cassandre part avec un peu d'avance. 364, il me semble qu'elle a fait 370 au monde. Ouais. Donc voilà, donc à voir, enfin un duel entre Pauline qui est au-dessus au squat et Cassandre qui est au-dessus au bench. Et puis après au Ouais. deadlift, c'est à peu près, enfin ça se vaut. Donc Ok, voilà, d'accord. à voir. Je pense qu'il y aura un gros match hein, au vu de là-bas. Sans non plus trop te mouiller, parce que bon, les Europes approchent et je pense que tu vas pas directement dire ce qu'elle a fait en prépa, Mhm. etc., etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a possibilité d'avoir un match entre les deux? Il y a Pour que- possibilité. Après, je pense que Cassandre est quand même favorite. Parce que Ouais. bah déjà, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle a plus d'expérience. Ouais. Pauline, c'est sa deuxième compétition inter parce qu'elle avait fait l'Euro Muscle Show. Mais après l'Euro Ouais. Muscle Show, c'est pas un championnat du monde, c'est pas un championnat d'Europe. Alors que Cassandre, c'est sa deuxième année sur le circuit inter. Elle a Ouais. déjà fait 2 fois les mondes. Ouais. Elle a déjà fait les championnats d'Europe, donc ça sera sa quatrième compétition inter. Donc bah là aussi, ça peut jouer sur ça. Donc voilà, faudra voir. Mais honnêtement, ouais, je pense qu'il y aura un match, mais Cassandre Ouais. part quand même favorite. Ok. Et du coup, tu la coaches depuis combien de temps, Pauline Du coup, Carvalho? c'est très récent. J'ai commencé avec elle bah, en sortant des championnats du monde là. Donc Ouais. enfin on a eu un bloc pour travailler ensemble. Après voilà, en un bloc, on a eu pas mal de choses à modifier déjà et on est déjà sur quand même des bons résultats en un bloc parce qu'en fait c'est une Ouais. athlète qui est très très forte. Mais Ouais. techniquement, il y avait quand même pas mal de choses à revoir. Du coup, juste sur cet aspect technique, on a pu gagner pas mal de kilos sur le total. Et ça t'a pas mis la pression de relever ce défi? Parce que c'est vrai que préparer un athlète pour des championnats internationaux, alors en un seul Ouais, bloc, en un ça seul doit bloc, être ouais. un peu. Bah Ah, ça si, doit être un écoute, peu ça stressant, m'a mis quand la même. pression, mais c'est un défi que j'ai accepté. Et Ouais. on verra du coup le résultat de ce défi bah, du coup samedi, parce que là on enregistre, on est dimanche, et samedi, enfin vendredi du coup je pars en République tchèque, et samedi du coup il y a le match, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas la prépa s'est bien passée, hein, donc après Ouais. la compétition, j'ai pas de doute qu'elle se passera bien. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'avoue que Voilà. c'est un seul bloc. Oh là Ouais. là là là. Ah, j'aurais été sous pression à la mort. Mais du coup, ouais, Limite, j'aurais déménagé. pour J'aurais gagner du déménagé temps, le. on faisait des coachings en direct, quoi. Enfin, je lui disais, dès que tu fais une barre, par exemple, tu passes sur ton last warm-up, tu m'envoies la barre, directement, on faisait des corrections en direct, et en fait, ça permet, bah, plutôt elle fasse sa séance, elle m'envoie sa séance, et que les corrections techniques soient appliquées, bah, sur la prochaine séance, là, bah, directement, sur sa barre d'après, elle savait quoi mettre en place, et on a pu gagner beaucoup de temps grâce à ça. Et du coup, Ok. voilà. Et toi, ça t'a pas pris trop de temps à toi? Parce Si, que mais en finalement. fait, c'est quelque chose de plaisant parce que, bah, déjà, on va pas se mentir, travailler avec une athlète de ce niveau, c'est plaisant. Et puis, en plus, c'est une athlète qui met les choses rapidement en place, etc., qui comprend vite. Donc, franchement, c'est quand même plaisant. Ok, ok, lourd. Voilà. Lourd, lourd. Ensuite, en 57, du coup, pas de française, on a Maïva Dero, qui sort des mondes, elle aussi, avec un gros terre, 173,5. Ouais, pas mal. Donc, voilà, à voir. Pas mal, pas mal, pas mal. En 63, encore une espagnole, donc là aussi, enfin chez les masculins, mais chez les féminines, il y a pas mal de viviers espagnols aussi, donc voilà, faudra voir.
Du coup, on en parlait tout à l'heure. Ah non, je me suis trompé. J'allais parler de. Ah, je suis bête, j'ai oublié. Celle qui a gagné les mondes en 63 juniors, mais en fait, on est sur les sub-juniors là, donc c'est pour ça que. Ouais, ok, ah ouais, d'accord, ok, ouais, ouais. On n'y est pas encore. Ouais. Du coup, en 69, une Finlandaise. Ça commence à faire des beaux totaux en sub-junior, hein, 444. Ah, pas mal. Ça commence à être vraiment pas mal. 169. Mm. Ah, pas mal, pas mal. Et du coup, 440. en 76, on a du coup Agathe Turbet, Ouais, ouais, qui du coup sort des mondes, du coup qui est coachée par Jade. Euh, ouais, c'est ça. c'est ça. Du coup, qui sort des mondes, qui a fait une bonne performance au niveau des mondes. Et du coup, bah là, on est sur une bagarre pour la deuxième place, puisque du coup, la Ouais. première place est compliquée avec Elle est un peu loin, il me semble qu'elle est inscrite à 4,93 la première. 4,93, c'est ça, et Agathe a fait 4,30 au monde. Et Ouais, du c'est coup, vrai. tu sais comment s'est déroulé sa prépa. C'est comme une prépa d'après-monde, tu vois. Ok. Elle sort des championnats du monde, c'était ses tout premiers championnats du monde. Elle y tenait énormément à cette compétition parce qu'elle voulait Elle était relever. satisfaite de sa compétition. Bah en fait, Agathe, c'est une éternelle insatisfaite, j'ai envie de Ok. dire. Ça veut dire que elle va directement chercher les points d'amélioration où elle aurait pu faire mieux, plutôt que de voir ce qu'elle a déjà fait de très très bien, tout ce que je veux Ouais. dire. Déjà, se présenter sur la plateforme, c'est déjà énorme. Mhm. Assumer le premier mouvement, parce qu'au final, quand tu es au championnat du monde, après c'est mon avis personnel, hein, mais quand tu passes au squat, c'est là que toute la pression elle est là. Toute Ouais, la pression est bah, au du coup, squat. tu, Parce que, tu m'en parlais lors de tes championnats du monde ou bah, ouais, sur le squat. ouais, ouais. Le squat, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, elle sort avec un 3 sur 3. Elle inscrit 157,5 alors qu'au France, elle fait 150,5. Donc, c'est quand même une belle amélioration sans non plus prendre de 40 kilos de poids de corps. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Le bench, elle sort une très très belle 87,5. Il y avait clairement de la marge au squat pour 160, au bench pour 90, sachant que c'est ses meilleures performances en gym Mhm. qu'elle avait fait avant les mondes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, c'est pas mal. C'est juste, bon, le terre qui est son mouvement. Le fait qu'elle n'ait pas pu, entre guillemets, s'exprimer comme elle l'aurait voulu, ça l'a un petit peu frustrée. Et c'est tout à fait normal. Quand tu es une compétitrice dans l'âme, tu vas directement regarder ce qui va pas, ce qui cloche. Ouais, bien Par sûr. exemple, c'est comme Jade. C'est comme Jade. Jade, elle va me faire un PR plus 10. Elle va me trouver le point où elle n'est pas satisfaite. Tu vois ce que je veux dire? Par Bah, exemple, après, on a c'est un fait. peu, j'ai envie de dire, c'est un peu un point commun entre pas mal d'athlètes de haut niveau, le fait de Ouais, toujours vouloir d'être éternellement exceller. satisfaite. Non, c'est vrai. Parce que, par exemple, Jade, son ATP au deadlift, quand elle a fait 240 kilos, on était tous heureux, mais elle était pas satisfaite. Elle m'a dit, elle aurait dû la long haul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Des petits trucs comme ça qui montrent qu'en fait, ils ont la dalle, elles ont la dalle plutôt, et c'est positif. ouais, C'est-à-dire c'est que je pense positif, ouais. qu'Agathe, vu que c'est sa dernière année sub-Ju, je pense que même en junior, elle pourra se faire un petit nom, tu vois. Ok, bah du coup, on suivra son match avec du coup une bagarre pour la deuxième place. Ensuite, en moins de 84 et en plus de 84, bon, pareil, hein, c'est le même constat que chez les hommes. Pas de françaises dans les grosses catégories encore chez les sub-juniors. Ouais. Bon, après, c'est normal. Ouais, mais enfin, oui, c'est normal, hein. Mm. C'est rare de voir une féminine poids lourd en En, sub-Ju. en étant jeune, ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça prend du temps enfin, c'est un sport où, euh, bah, dans ces grosses catégories, si on veut être fort, il faut être fort, mais avec beaucoup de muscles. Enfin, il faut être lourd avec beaucoup de muscles. Et forcément, bah, ça prend du temps de construire Ah, une masse le musculaire aussi seul exemple, importante. Et, le seul exemple que je vois là, c'est l'américaine. Parce que l'américaine qui a fait championne du monde et là en ouais, elle junior, sort elle sort de la elle sort sub. des sub-juniors et en Mm. sub-junior, elle avait une domination Ouais. extraordinaire. Il me semble que c'était la deuxième meilleure sub-junior de tous les temps, si je dis pas de bêtises. À l'indice, tu parles ou au total? À l'indice ou au total, je sais pas. Honnêtement, je Il me sais semble que pas. dans sa bio, il y a écrit que c'est la deuxième meilleure sub-ju de l'année dernière. Donc c'est Ah, c'était l'exception un peut-être à peu qui l'indice. confirme la règle, tu vois. Mais bon, c'est très rare, tu vois, il y en a qu'une seule. Ouais. Et il n'y avait pas match en sub-ju, et là non plus en junior, il n'y avait pas match, tu Ouais, vois. championnat du monde, il n'y avait pas match. Ouais, ok. Du coup, on passe chez les juniors. Donc, bah, en 43, il y a une seule participante, une italienne. Donc, on espère qu'elle va bien gérer ses barres et qu'elle va sortir avec le T'inquiète, titre. En t'inquiète. 47, du coup, on a une française, Maïvan Stellato, grosse deadlift Ouais, spécialiste, qui avait pris le record open de deadlift au dernier championnat de France ouais. à Uskov. Donc, voilà, à voir. Du coup, bagarre, puisque bah, il y a 10 kilos d'écart entre les trois premiers. Donc Ah ouais. potentiellement un shot Entre la pour, première et la pour la première. troisième, il y a 10 kilos. 355 et 343, donc ouais, 12 kilos quoi. Ah ouais, ok, d'accord, ah ouais, pas mal. Donc voilà, faudra surveiller. Ensuite, en moins de 52, on a aussi une française, Mathilde Petit. Voilà, bon, a priori,
priori, là aussi, il y a pas mal de marge, parce qu'elle est inscrite 30 kilos devant. Donc, bon, Ah ouais. Première avec 30 kilos d'avance? ouais, c'est ça. 382, et derrière, on a 355. Donc 27 kilos. Ensuite, en 57, une Allemande, 447,5. Pas mal en vrai, parce que Elle a fait championne du monde, il me semble, là. ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, quand on enlève Jade, de la catégorie, derrière c'est très très loin, et En 447. junior, tu parles? Ouais, Ouais. En junior, t'enlèves Jade. Bon, après, il y avait Maya da Silva à l'époque ouais. aussi. Et il y avait Thierry Berdigan. Mhm. Mais maintenant, elles ont arrêté, tu vois. Et du coup, ça fait que effectivement, il y avait quand même un petit gap qui s'était créé en junior 57. Ouais. Ensuite, en 63, du coup, donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Alba, qui est championne du monde et qui a posé une performance absolument stratosphérique au championnat du monde, puisque du coup, bah, pour rappeler, elle a fait 554 de total, c'est à 3-4 kilos du record open. Ouais. Donc c'est C'est ça, 558 le voilà. record open. 557, il me semble. 57, donc ouais, 557,5 3 ou kilos, 3 kilos 557, du ouais, record open. Elle a ouais. gagné les mondes, enfin best lifter au monde. Donc voilà. Ouais. Et du coup, bah, derrière, on a Betty Abora, la deadlift spécialiste néerlandaise. Donc voilà, là aussi, elle a pas mal d'avance sur la deuxième, qui est une Elle est en britannique. forme en plus. J'ai Ouais, ouais, vu j'ai qu'elle a vu fait 2,35 là, j'ai vu avec pas mal de marge. pas mal de. Non, il me semble que c'était Ah, 2,30, 2,30, mais t'as peut-être raison, 2,30, ouais. Ouais. avec pas mal de marge, j'avoue que c'est pas mal. Et c'est Ouais. vrai que pour revenir un peu sur la perf d'Alba, quand tu regardes un peu les statistiques, c'est fou, hein. Elle aurait fait championne du monde en 69, Ouais. en 76, En en moins de 84. 84, Et en plus de et elle aurait 84, été elle faisait médaillable, deuxième, je crois. ouais, elle aurait été médaillable en plus de 84. C'est une folie. Ouais, non, Franchement, c'est c'est ouf. une folie, c'est une folie. Ouais, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Du coup, elle a Dire fait que surtout, 121 en indice, je crois. Un truc comme ça. ouais, 121 points d'indice, surtout que dire que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'elle a perdu face à la Ludivine de l'eau, À qui 502. s'impose en 63 à 502,5. Ouais, donc ouais, c'est ouf. C'est fou Elle est malade. restée dans la même catégorie, elle a pris plus de 50 kilos de total. Ouais, c'est. Ouais, Mais elle a changé de coach, elle est ouais, passée c'est d'un ça. coach, elle est passée à Joey Avec Flex. Joey Flex, ouais. Ça lui fait une grosse armée à lui. Ouais. Ouais, bah du coup, on en parlait, parce que du coup, Stanley et moi, on était présents au championnat du monde à Malte, et sur chaque plateau, il y avait Joey Flex qui avait un athlète, genre sur chaque plateau, chaque catégorie, euh, Ah, genre c'est ouf. c'est Il a fou. Franchement, un roster ouf. Déjà, au niveau des championnats du monde Open, je me souviens, il avait mis un post sur Instagram où il présentait son roster. Il y avait 14 athlètes, je crois. Et là, au championnat du monde junior, c'était encore pire. ouais. Voilà. Donc, franchement, il impose le respect. Mm. Ensuite, en 69, on a Andorina, donc inscrite deuxième, mais inscrite avec un total qu'elle a fait l'année dernière aux Europes. Donc, enfin là aussi, c'est un peu une stratégie des head coach, hein. Ils inscrivent avec les totaux bah, qui les font pas mettre en lumière. C'est un peu une stratégie pour peut-être rester sous les radars. Donc du coup, on rappelle la règle en fait sur Goodlift, il faut être inscrit avec un total qui a été fait dans la dernière année et dans une compétition soit internationale, soit nationale. Donc du coup là, par exemple, Andorina a fait 530 au monde, il me semble. Ouais. Et Il du faut coup, bien. elle est inscrite avec un total à 518 qu'elle a fait l'année dernière aux Europes. Et du coup, en fait, c'est fait exprès parce qu'en la plaçant à 530, elle serait passée première. Et du coup, là, en l'inscrivant avec le total qu'elle a fait l'année dernière, elle reste deuxième. Et c'est un peu une technique pour rester sous les radars. Bon, après, j'imagine que, que le head coach italien enfin, connaît Andorina déjà et va. Donc, c'était son match, c'était déjà le match italienne Ouais, face à bien la sûr, bien française. sûr. Pour le monde, il me semble que c'était déjà le match des deux. Voilà, donc voilà, c'était un peu une petite technique. Du coup, en moins de 76, on a une néerlandaise, 500 de total. Je la connais pas personnellement. Voilà, donc ça commence à être pas mal. Et puis en moins de 84, plus de 84, bon pareil, on n'a pas de française, hein, même constat. Et on est sur des totaux autour de 500. Voilà. Et je Mm. voulais juste parler en plus de 84. Du coup, j'ai une athlète, donc bah, Fatima, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, donc je serai aussi présent en République Tchèque lors de son passage. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Tu veux un top 5 du coup? Top 5 ou podium plutôt? Bah du coup là on est inscrit sixième. Franchement le top 5 ça va être vraiment l'objectif minimal on va dire. Mm. Mais vraiment en fait le truc c'est que bah, toutes les athlètes sont un peu inscrites dans un mouchoir de poche, hein. On a les deux premières à 500, ensuite on a Ouais. 3 et 4 à 490, et on a bah, Fatima qui a fait 470 au monde. Mais comme Ouais. je disais avec les mondes où vraiment Ouais, on avec a gardé pas mal de réserves. Donc, ouais. donc voilà à creuser, enfin à voir, mais franchement
on va dire que je suis confiant pour minimum le top 5 et franchement si tout se passe bien, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un podium. Ok. Voilà, bon bah du coup on arrive sur la fin de la liste. Voilà, donc c'était la petite preview au niveau des Europes. Euh, Ouais, il y a beaucoup de participants. Bon, après, je pense que bon, je pense qu'ils auraient pu faire autrement, hein. hmm, Mais effectivement, mettre un championnat d'Europe 5 semaines après les championnats du monde, Bah ouais, ça fait que les grosses têtes, comme par exemple bah Nathaniel Massia, etc. On en parlait. Garcia, Alba, le moins de 120, hmm, Nojo, le plus de 120, Ngoka, hmm. tu te dis, ah ouais, qu'il y a pas mal de noms qui n'affichent pas, tu vois, et je pense que ça fait un peu redescendre un petit peu la hype Autour des Europes, ouais, bien sûr, je suis d'accord. des Europes. Hmm. C'est vrai que je pense que niveau visibilité, ça va être beaucoup moins vu que les championnats du monde. Il y aura beaucoup moins de visionnage. Après, c'est normal, c'est un championnat d'Europe, mais il y en aura beaucoup, beaucoup moins, je pense. Parce que c'est vrai que normalement, quand tu penses Europe junior, tu penses aux grosses têtes comme Rico, Hmm. tu penses à Nathaniel Massia, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu penses à les noms qu'on a dit aussi, tu penses à Temur, mais le fait que ce soit 5 semaines après, ça fait que les head coach, ils doivent trouver d'autres athlètes et essayer de faire des équipes plus petites, hein. Il me semble qu'il y a combien de Françaises là en Bah équipe attends, je vais te junior? dire ça. 3-4, Euh, non? À peine 3-4, il me semble, non? on a 3 juniors et 5 sub-juniors. Ouais, 3 juniors, alors que quand tu penses un peu au championnat du monde Open, en féminine, il me semble que l'équipe elle était presque En part complète. Il me KT, semble ouais. qu'il Ouais. il manquait juste une moins de 84, si je dis pas de bêtises. Hmm. Il y avait une 76, il y avait Clara Perrault, il y avait une plus de 84, Amélie Merger, moins de 69, t'avais Lia, il y avait pas de moins de Ouais. 63. Mais par contre, en 57, t'en avais deux. T'avais Sauvan et Jade. 52, t'avais Noémie Alabert et Allison. Hmm. Et moins de 47, t'avais Tiffany. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? donc Je ouais. passe d'une équipe Équipe complète de complète. 8 à Bah, 3. après, le calendrier Open, il est un peu mieux organisé, on va dire, puisque du coup, il y Ouais, c'est avait vrai. les Europes qui étaient en mars, à peu près. T'avais deux Europes. T'avais Ouais, les t'avais Europes celui de en l'année décembre. dernière que t'as fait en décembre. Et après, t'avais en mars en Ouais, Croatie, il me semble. ouais, c'est ça. Et du coup, bah après, fin mars, les Open, c'était fin juin, donc ouais, ça laisse quand même 3 mois. Même si 3 mois, on peut dire que c'est quand même assez rapproché. Au final, bah quand t'es Mhm. un athlète de haut niveau, il faut que tu réussisses à enchaîner les compétitions au fil de Ouais. l'année. Et 3 mois encore, ça va, mais là, 5 semaines, c'est vrai que c'est ultra compliqué C'est pour les short. athlètes d'enchaîner Compliqué. ça. J'ai pris ce pari risqué une seule fois. C'était avec Brian, Mhm. un Belge que je coach aussi. On est sorti des mondiaux sub-jus et après on avait à peine 5 semaines. Sachant que dans ces 5 semaines-là, il y avait une semaine où il devait partir en vacances avec sa famille. Ça fait que. Bon, on a réussi à faire un PR au total quand même. On a même sorti un ATPR au deadlift à 2,90. Mais quand même, on va dire que c'était compliqué d'enchaîner les deux. Et encore, j'avais de la chance parce que Brian, c'était un moins de 93. Et entre guillemets, comment dire ça? Comment je pourrais expliquer ça? Tu connais, t'as énormément d'énergie à cet âge-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Jus, dernière année sub-jus, dernière compète inter en sub-jus, tu te dis, ok, let's go, on envoie. Et du coup, il a pu envoyer comme il devait envoyer, tu vois. Et du coup, sur les mondes, vous étiez poussé à fond. Ouais, on s'était tué Ouais, à monde, hein. En ouais, fait, c'était un peu un pari risqué comme toi et ta 52, ouais, Pauline Vernero, ouais. autant pour moi. En fait, c'est Brian, il m'avait écrit 10 semaines. Bon, j'avais plus de temps, tu vois, mais 10 Ah ouais, semaines, ça c'était restait. 10 semaines l'année dernière, ouais, ouais. J'avais 10 semaines pour le préparer pour les championnats du monde. Et ensuite, on avait 5 semaines pour les championnats d'Europe. Ah oui, ouais, ok. Je croyais qu'il y avait 10 semaines entre les mondes et les Europes. Ouais, Ah donc, non, non, ouais. non. J'avais 10 semaines pour le faire être le meilleur 93 subju possible, sachant que il sortait de période d'examen, Mm, parce qu'il fait des études de médecine, mm. et pendant cette période d'examen, il s'était pas du tout entraîné. Ouais, donc t'étais reparti d'un peu d'une base vierge et. C'est ça, exactement. Du coup, ouais, Bon, au final, ça s'est quand même plutôt bien passé. ça va, ça va. Bon, on perd la troisième place au championnat du monde subju. Bon, je vais faire mon hater, hein, mais on perd parce que ils ont pas overturn le deadlift. Les juges, ils ont pas overturn le deadlift du mec qui l'a sauté, alors que le mec qui l'a sauté, il a fait une redescente, et ça fait que Ryan, il a dû tirer sur une barre un peu plus lourde que prévu, Mm. et du coup, malheureusement, lui aussi fait une redescente, même s'il arrive à la lock à la fin. Mais on Ok, s'est ok. rejoué aux ordres. Bon, du coup, on va enchaîner sur le sujet suivant. Du coup, c'était un sujet un peu coaching. Du coup, je voulais discuter avec toi, je voulais savoir un peu avec toi. Du coup, Mhm. on est tous les deux coachs et on parle souvent de qu'est-ce qu'un athlète peut attendre d'un coach. Mais moi, j'aimerais aborder un peu
l'autre côté. Qu'est-ce que, en tant que coach, tu peux attendre d'un athlète qui te prend un coaching, donc dans son état d'esprit, dans son implication, etc. Je voulais savoir un peu avec toi, qu'est-ce que tu pouvais attendre d'un athlète et qu'est-ce que tu voulais que ton athlète fasse. Non, franchement, ta question elle est très intéressante parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, on voit surtout, oui, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un coach, nanani, nanana, sans parler du travail qu'on a à faire en tant qu'athlète. En fait, je trouve que déjà, un coach ne peut pas s'investir à 100% si l'athlète n'est pas investi à 100%. Exactement. Ça veut dire qu'en gros, si l'athlète il est à 50%, le coach il ne pourra qu'être au maximum à 50%. Je suis d'accord. Parce que si l'athlète n'est pas investi, le coach n'est pas investi. Et moi, j'aime bien parler aussi de ce côté humain, parce qu'en fait, le coaching, on le voit trop sur un template ou un document Modification technique. PDF, et ça qui est super optimisé, c'est ça qui fait la programmation de Mhm. A à Z. Mais on oublie un peu le côté humain, et moi c'est sur ce côté humain-là que j'ai envie de marquer le coup. C'est-à-dire j'aimerais que mon athlète communique avec moi, Mhm. qu'il soit pas timide, qu'il soit pas gêné, qu'il parle avec moi. Il faut qu'il y ait un feeling, quoi. Exactement. Un feeling, et deux, surtout, une qualité sur les retours. Ouais. C'est-à-dire que l'athlète qui m'envoie ses vidéos et qui me dit, voilà, j'attends la suite, et l'athlète qui vient m'expliquer chacune de ses séries, son ressenti à chaud, puis son ressenti à froid, et mais qui m'élabore même des théories, hein. Je pense que le squat secondaire était un petit peu trop intensif, nanana, nanana. Bah, tout ça, c'est du contenu qui va me faire plaisir. Je vais me dire, ah ouais, le mec est impliqué, le mec veut vraiment progresser. Et j'irais Et même donc, au-delà, ça va te faire plaisir, mais ça va même te faire progresser en tant que coach, parce que exactement. tu as mis en place quelque chose, et derrière, tu as les retours de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et même en tant que coach, Exactement. tu progresses grâce à ça. Et en fait, Exactement. les athlètes profitent de notre expertise en tant que coach, mais nous, on se nourrit aussi d'eux, parce que, en fait, c'est le fait de coacher toute cette variété d'athlètes et ce pool d'athlètes différents qui derrière va nous faire prendre en expérience et va nous faire grandir dans notre pratique du coaching. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'au final, les gens pensent qu'un coach, c'est quelqu'un qui a la science absolue et qui n'a jamais tort. Et ça, malheureusement, non, c'est pas vrai. On fait des erreurs. Des fois, On est humain, on bien met en sûr. place une variation, Mm. on s'attend à ce qu'elle réagisse d'une certaine manière, mais ça ne fonctionne pas du tout. Du coup, il faut se remettre en question. Et ça, on arrive à pouvoir se remettre en question si Quand on a le l'athlète en feedback. face Ouais. exactement fait son travail. Mm. Parce que m'envoyer une vidéo de ton, par exemple, je te mets du stato en jour secondaire au TR, je te le mets à une intensité assez haute, mais tu me dis rien, je regarde les vidéos, je vois rien du tout, bah je saurais pas que ça te crame un peu sur le jour principal, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et même, par exemple, bah, je prends le même exemple, un athlète qui communique avec moi. Ça veut dire que faut pas confondre se trouver des excuses et présenter une situation. Mm. Ça veut dire que mon athlète qui vient, qui me dit, Westan, aujourd'hui, je travaillais de 6 heures à 23 heures, et ensuite de 23 heures à minuit, je devais faire ma séance et je devais la boucler. Ça veut dire que quand moi je vais regarder la vidéo et je vais voir que le seuil de difficulté n'est pas respecté ou il est respecté à des charges qui n'étaient pas indiquées, Mhm. bah je saurais que c'est pas ma programmation qui pose problème. Je saurais que c'est parce qu'il avait eu une journée compliquée. Sauf que Mais ça, s'il s'il me te dit le que c'est dit quelque... pas, Hein? s'il te le dit pas, tu peux pas. Exactement, ça, s'il me le dit pas, je vais me dire, ah mince, je vais devoir recalculer la prog, peut-être que j'ai mis trop d'intensité, peut-être que si, peut-être qu'il y a trop de volume, peut-être qu'il y a trop ça. Alors qu'au final, juste il m'avait dit ça, il me dit, Ouais. c'est exceptionnel, la semaine prochaine, il y aura plus ça. Bah, je sais qu'en fait, au final, je peux faire abstraction de cette séance, entre Mhm. guillemets. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est vraiment sous-coté. Parce qu'en fait, les athlètes, ils attendent à ce que le coach, il soit parfait, qu'il fasse aucune erreur et qui toutes les informations sans avoir à les communiquer. Sauf que ça se passe pas comme ça, tu Ouais, vois. évidemment. En fait, moi souvent quand je présente le truc, la première chose que je dis quand j'ai un élève, enfin quand j'ai un nouvel athlète, je lui dis, c'est pas toi qui as pris un coaching, c'est toi qui t'es lancé dans une collaboration avec moi. Et c'est vraiment important que les gens comprennent que si moi je fais pas mon travail, toi tu peux pas avancer. Si je t'envoie pas la prog, tu peux pas faire la séance prévue. Mais si toi tu me fais pas le retour sur ce que je te mets en place et que tu ne donnes pas des feedbacks en disant bah ça c'est plutôt pas mal, j'ai bien réagi à ça. Ça par contre j'ai trouvé que je sais pas, j'ai pas trop bien réagi. Alors évidemment je simplifie, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais si on n'a pas derrière ces feedbacks, derrière on peut pas adapter et s'il n'y a pas d'adaptation, au final il n'y a pas d'individualisation et va sur ChatGPT et prends un programme à ChatGPT et ça sera la même chose, tu vois. Exactement. Souvent, il y a des athlètes qui me font des retours et en fait, ils m'envoient les vidéos. Genre, il n'y a pas de mots, genre même pas un bonjour, rien. Genre, juste, on m'envoie les vidéos. Je me connecte sur le log, c'est pas rempli. Et en fait, il y a zéro contexte. C'est-à-dire que je regarde ta vidéo, ok, et si tout est en place techniquement, des fois, j'ai rien à te dire. Donc,
bah je fais quoi avec le retour? Alors que si tu me mets en place, si tu me fais ton retour en disant, bah sur cette première série, j'ai essayé de mettre ça en place, je me suis bien senti. Sur la deuxième, ça a été compliqué, mais en fait, j'étais un peu déconcentré. Sur la troisième, je me suis reconcentré, j'ai mis ça en place, c'était bien. Bah, au final, c'est constructif et j'ai des choses à dire. Et je me rappelle une fois, j'avais un athlète enfin, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, ouais, mais quand tu m'envoies tes vidéos, donne-moi du contexte, parce que si j'ai pas de contexte, je peux pas faire mon travail. Et il me disait, ah mais désolé, je voulais pas t'embêter, c'était juste une petite séance comme ça, je voulais pas t'embêter. Et en fait, bah, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est en faisant ça que vous nous embêtez, parce que t'es embêté Exactement. quand tu reçois des vidéos et que t'as pas de contexte, tu sais même pas quoi dire. Alors que quand tu me donnes du contexte, je regarde ta vidéo, j'analyse, j'ai des trucs à dire, bah au final, moi ça me nourrit, parce que moi je fais du coaching, je suis passionné par ça. Et au final, quand j'ai un athlète qui est super investi, bah ça me nourrit et ça me rend heureux, quoi. Vraiment, je kiffe, tu vois. Ah bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce qui nous fait kiffer. On fait pas ça par obligation, parce que non, 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 on fait ça parce qu'on kiffe ça. Et on est passionné par ça, et ça fait des années qu'on est passionné par ça. On lit, on cherche à s'améliorer tous les jours. Et donc oui, quand on a des clients qui sont là, ils nous font des retours, ils nous expliquent, ils nous mettent du contexte, ils ont peur que ça nous saoule, Mais alors au qu'au final, contraire, non. c'est Ça nous vraiment le permet de contraire. faire notre travail encore mieux. Ouais. Bon, après, faut pas non plus abuser et nous faire des vocaux de 15 minutes, parce que si tu fais des vocaux de 15 minutes, c'est sûr que dans les 15 minutes, il y a un moment Ouais, il y où a je du vais regarder superflu, ouais. ailleurs. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de superflu. Mais si tu me fais des retours concis, où tu m'expliques tout, même si ça fait une page entière, mais c'est concis, bah je vais prendre un kiff max à Ou tout alors, lire. des fois, carrément, il y a rien à dire. Genre, par exemple, t'as une petite séance de bench, c'est vraiment une séance submax, t'es en place techniquement, t'as rien à dire. Bah, dis-moi que t'as rien à dire. M'envoie pas juste les vidéos comme ça. Dis-moi, bah, tout s'est bien passé. J'ai mis les choses en place techniquement. Tout s'est bien passé, je me suis bien senti. Voilà. 3 mots, c'est super concis, et ça me permet de savoir que tout s'est bien passé. Alors que si tu m'envoies rien, bah, en fait, je vais juste avoir l'impression que tu négliges, en fait. Exact, que tu négliges, et comme on l'a dit avant, hein, c'est le même pourcentage des deux côtés. C'est-à-dire que si tu as l'impression que l'athlète il te néglige, ben toi, bon, on va pas dire que tu vas le négliger, mais tu vas être un, moins hype à regarder ses vidéos, et deux, tu vas Exactement. te dire, ben en fait, il kiffe même pas le processus, il kiffe même pas le partenariat, j'ai envie de dire. Ouais. Donc au final, si moi je kiffe de mon côté, ça sert à rien, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et je voulais aussi aborder d'un autre côté, là on a parlé en ce qui concerne retour, collaboration, etc. Mais moi je voulais aborder un autre côté, c'est les athlètes qui, en fait, ils te font pas forcément confiance dans la stratégie que tu vas mettre en place. Ils vont tout remettre en question. Alors, évidemment, quand tu envoies un programme à un athlète, tu lui expliques la stratégie que tu as mis en place. Il faut lui expliquer pourquoi tu as mis ça en place, pourquoi toi tu penses vraiment que ça va marcher. Voilà. Mais à partir du moment enfin, je voulais avoir un peu ton avis et que tu développes sur ça. Qu'est-ce que tu penses des athlètes qui vraiment remettent tout en question constamment? Bah déjà, c'est un peu compliqué d'y répondre parce que je suis comme ça. Non, je rigole. Non, en fait, bah, j'aurais été comme ça si j'avais un coach, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que j'ai une expérience, j'ai longtemps fait de l'auto-coaching et donc je sais ce qui fonctionne sur moi et ce qui ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que si tu me l'envoies une prog et je sais que tout ce que tu as mis en place, c'est des choses que moi j'avais déjà mis auparavant en place et qui n'ont pas fonctionné, je sais pas que je vais pas te faire confiance, mais je vais juste beaucoup converser avec toi et Ouais. beaucoup te donner mon idée. Ouais. Mais un athlète qui, lui, bah, n'est pas coach et qui lui n'a pas d'expérience sur lui-même, qui vient et qui contredit un peu tout ce que tu fais, bah, je me dis qu'au final, autant ne pas prendre de suivi et Je continuer à suis travailler grave tout seul. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, quand tu te mets à travailler avec quelqu'un, c'est que tu te dis, T'as confiance je en vais lui, tu vois. déconnecter mon cerveau et je vais faire ce Exactement. qu'il me dit de faire. Bah, en fait, je prends un peu le parallèle. Du coup, moi aussi, bah, je suis coach. Et mon dernier coach, vraiment, quand je l'ai pris, enfin, quand je l'ai engagé en tant que coach, je l'ai pris parce que je lui fais confiance. Et genre, vraiment, je réfléchissais pas à à la programmation qu'il m'envoyait. Je lui faisais 100% confiance. Quand je recevais ma programmation, je fermais le cerveau, j'exécutais. Et bah, je l'ai pris parce que je lui fais confiance. Et du coup, en fait, c'est ça. Engager un coach en qui vous ayez confiance. Parce que bah, sinon, le processus ne peut pas marcher. Si en fait, t'as beau avoir le meilleur programme du monde, si t'es pas convaincu que tu vas progresser grâce à ça, bah probablement déjà tu vas pas te donner à 100% et t'auras pas les résultats escomptés. Alors que Exactement. bah si tu peux avoir un programme qui est banal, mais si tu crois en processus, bah moi je suis sûr que tu vas bien plus progresser qu'un programme optimal auquel tu crois pas, tu vois. Et je suis 100% d'accord avec toi et ça me permet de rebondir aussi sur un truc. C'est... Attends, j'ai oublié sur quoi je voulais rebondir. Attends. Oh là, je l'avais en tête là parce que tu as sorti une phrase.
bah oui, exactement, c'est ce travail de recherche en fait. Ouais. Parce que tu l'as dit, faites confiance au coach que vous prenez. Mais pour faire confiance au coach que vous Faut que prenez, tu connaisses son bah faut travail. dire exactement, Mm. faut regarder parce qu'en fait ça c'est un peu ça, c'est OK, lui il a beaucoup d'abonnés, OK, lui il fait beaucoup de contenu, ben j'écoute même pas son contenu, je regarde même pas ce qu'il fait, je lui prends un suivi et boum. Ouais, parce que je lui prends un suivi, parce que bah, j'ai vu que tel athlète avait pris 30 kilos sur son squat en 4 mois, et hop, bah, je lui prends un suivi. Mais en fait, Exactement. faut que ça aille Je plus. prends un suivi, je lui prends un suivi parce que son côté athlète m'intéresse beaucoup, Ça, genre. c'est encore pire, Sauf que alors. c'est pire, Ouais. sauf que, ben, je suis d'accord que oui, il faut quand même que ton coach t'inspire confiance et que tu sois un peu dans la vibe du coach. Donc oui, effectivement, moi, si demain je cherche un coach, ben, je vais être un peu influencé par son côté athlétique, athlète. Mais je vais aussi faire énormément de recherches sur le côté, Mm. ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait du contenu? Bon, s'il fait pas du contenu, c'est pas grave. Moi-même, je ne fais pas de contenu Ouais. coaching, tu vois. C'est pas grave, je vais essayer de chercher ailleurs. Je vais regarder un peu ses stories, je vais le follow, je vais regarder un peu ses stories, voir un peu ce qu'il met en Ouais, avant. parce que même si tu fais pas de contenu, tu partages quand même en story tes élèves, etc. Exactement. Exactement. Ah, il a mis un élève en story. Je vais regarder un peu comment il s'entraîne son élève. Ah ouais, ok, il est au standard de compétition, il est au standard sur tous ses mouvements, il a bien progressé les derniers mois. Ben, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais lui envoyer un petit DM. Je vais chercher un autre de ses athlètes, envoyer un petit DM pour avoir le retour un peu de Mm. l'athlète. Ah oui, comme ça, je sais si c'est un coach qui est à l'écoute ou si c'est un coach un peu robotique. Ah oui, mon coach, il m'a pris en suivi journalier, il me répond sous 24 heures, il me fait des retours techniques sur tout, il écoute tous mes vocaux, il regarde tout ce que je fais. Là, je vais me dire, ok, d'accord, c'est bon signe. Mm. Maintenant, je regarde, je vais envoyer un message à l'athlète, il me dit, bah, en fait, il m'a pris un suivi journalier, mais il me fait des retours toutes les semaines. Il est pas trop focus sur la technique. Je fais un peu toutes les modifications que je veux. Ça se voit qu'il regarde pas mes vidéos, nanana, nanana. Bah là, je vais me dire, ok, d'accord. Mais je vais pas non plus me baser que sur Ouais. cet avis à lui. Peut-être que lui, malheureusement, il est pas de son côté non plus investi sur le Et coaching. du coup, le Donc, je vais coach essayer ne d'avoir s'investit plusieurs pas. avis. C'est Mm. ça, exactement. Donc je vais prendre l'avis de beaucoup de ses clients, je vais regarder un peu ce qu'il fait, un peu la vibe qu'il a, je vais essayer d'échanger un peu avec lui. Par exemple, je vais réagir à une de ses stories, ouais, j'ai un problème sur ce mouvement-là, je sais pas quoi faire. Je regarde un peu la réponse qu'il me fait. Et là, de tout ça, de fil en aiguille, je vais me dire, ok, je le prends en coach. Parce qu'au final, c'est une somme que tu vas payer tous les mois pendant plusieurs mois. C'est pour Je suis faire d'accord. partie, pour croire au processus. Et même, Et pour ça, on fait des ouais, recherches. et même plus que l'argent, c'est tu vas lui confier ton temps. Et c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Tu vas lui confier peut-être un an de ta progression. Et si au final, au bout d'un an, bah, t'as pas progressé, t'as pas progressé ou t'as peu progressé, bah, au final, t'as confié ton temps à une personne que tu n'aurais pas dû. Qui, Donc voilà, moralité, ne confiez pas vos temps, ne confiez pas votre temps à tout le monde, quoi. Faites vos recherches. exactement. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ok. Bon bah je pense qu'on a un peu fait le tour de ce sujet et de ce podcast pour ce premier épisode. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, donc pour Stanley, Dreator, Dreat2OR, sur Instagram, et moi Powergrain, voilà. Et puis si vous êtes intéressé par un de nos coachings, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé. Autre chose, si jamais il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, parce que du coup on lance le podcast, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde un sujet, à nous envoyer un message sur Instagram en privé ou même en commentaire de la vidéo YouTube. Voilà, donc merci à tous pour l'écoute. On essaye vraiment, on commence un peu dans le podcast, donc n'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des choses où on est trop resté dessus ou au contraire on n'a pas assez développé certains sujets. On est vraiment néophyte hein, dans cette discipline-là. On s'est dit que ça peut être cool vu que on a toujours des débats, des discussions pendant des heures et des heures à la salle. On s'est dit bon, on va Exact. essayer de mettre ça dans le podcast. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, nous faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Vraiment, vraiment. Exactement. Voilà, bon bah à la prochaine et on espère que l'épisode vous aura plu et puis on se retrouve bientôt dans le prochain épisode. Et Salut. s'il vous plaît, aidez-nous à trouver un nom de podcast, s'il vous plaît. Alors, en fait, pour le nom, là, on a un peu un nom générique. On s'est pas pris la tête avec ça pour le moment parce que, bah, en fait, on voulait vraiment se concentrer sur bah, du contenu de qualité au niveau du podcast et en fait, on voulait pas se concentrer sur tout ce qui est extérieur. Donc, pour l'instant, on n'a pas de nom, pas de photo, pas d'image, rien du tout. S'il y a des gens qui sont arrivés jusque-là, n'hésitez pas si vous avez des suggestions au niveau du nom du podcast. Merci d'avance.